Hello, friends. Do you want to talk about education? Oh no, don't worry. We're not going to ask you how you're doing at school or whether you cleaned the dishes after dinner. It's much more interesting to look at education systems around the world because in every country, children are treated differently. This depends on mentality, lifestyle, and even the weather of each country. But how different is education, for example, in Mexico and in the US? Let's figure it out. First, a small disclaimer. All the information in this video is taken from open sources. All approaches to education are individual, so don't blame us if you and your family do something different. Deal? Excellent. So, Japanese upbringing. You've probably heard that little Japanese kids are allowed everything that is literally everything from standing on their head to chewing on the cat. And you know this is practically true from birth to the age of 5. Japanese kids have so-called permissiveness period. They are allowed to do whatever they want without worrying about being punished by their parents, well, within reasonable limits, of course. No one will let a kid play on the road or hug a snake. But if a child wants to draw on the walls, then who draws with the dirt in the middle of the night? And do other cool things. The Japanese believe that the early years are its home for fun enjoyment. Of course, this doesn't mean that Japanese kids are absolutely spoiled. They are taught courtesy, course, good manners, and feelings. In this society, mom and dad never raise their voice when talking to their children and don't give them many hour lectures. Physical punishment is also excluded. The only thing that parents do is explain to children why one shouldn't have behaved like this. However, by the time of admission to school, the attitude of adults to children changes drastically. Their behavior is strictly regulated. They need to treat parents and teachers respectfully, wear the same clothes, and don't stand out among their peers. This is why I say that until 5 years, Japanese treats a child like a king from 5 to 15 years old, like a slave, and only after 15 like an equal German. German upbringing from a very early age. The life of German children is subject to strict rules. They are not allowed to sit in front of a television or computer for a long time, and they have to go bed really early. From the moment they're born, children learn punctuality and organization. At first months, moms take babies with them using a baby sling or a stroller. And then, when parents go work, the kids stay with nannies, who usually use a medical qualification. The child always have own room, which is designed by him and which is legal, where a lot of things are allowed to him. But behind the wall begins the realm of the White Walkers. I mean, in all other rooms, there are parental rules. By the way, German moms train to raise independent children, and if baby falls, they must stand up by themselves. Lorsque la culture est étudiée comme un des facteurs déterminants du développement d'une communauté, notamment sous l'angle de l'analyse du rôle qu'elle joue en termes de développement économique et social, elle doit être comprise dans sa multiple dimension identitaire, évolutive, socio-économique et communicative. D'autre part, la culture est le socle identitaire de la société et de ce fait, elle comporte une dimension civilisationnelle ou anthropologique. Elle est définie par l'UNESCO comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et croyances. D'autre part, l'individu traduit et cristallise sa sensibilité et la culture qu'il porte dans des formes d'expression et de manifestation esthétiques, artistiques, culturelles et diverses, qui prennent la forme d'objets, œuvres artistiques, littéraires ou musicales, créations, images, spectacles, manifestations, événements, etc. Afin de faciliter la lecture, nous interpellons toutes ces formes d'expression et de manifestation esthétiques, artistiques et culturelles, des biens et services mutuels, tout en sachant que ce terme est réducteur par rapport à la diversité de la richesse des formes de manifestation de la culture. L'ensemble des activités concourant à créer, à reproduire, à partager, à diffuser ces biens et services culturels. La culture est au cœur de la civilisation et du développement humain. En effet, la tendance que nous constatons au niveau des prises de position politiques et des stratégies mises en œuvre est celle d'humaniser le développement, qui doit avoir pour finalité ultime la personne considérée dans sa dignité individuelle et sa responsabilité sociale. Le développement suppose que chaque individu et chaque peuple ait la possibilité de s'informer, d'apprendre et de communiquer son expérience. Un nombre toujours croissant de femmes et d'hommes souhaitent un monde meilleur et recherchent non pas seulement la satisfaction des besoins essentiels, mais aussi l'épanouissement de l'être humain, son bien-être et sa coexistence dans la solidarité avec tous les peuples. Leur objectif n'est pas la production, le gain ou la consommation en soi, c'est leur pleine réalisation individuelle et collective et la préservation de la nature. Alors, comment la culture peut renforcer la qualité de vie des citoyens ? Tout d'abord, à de nombreux égards, l'accès et la participation aux activités culturelles peuvent jouer un rôle clé dans la promotion d'une plus grande inclusion sociale. Et voici quelques exemples. On a le développement des compétences et de la confiance en soi. La participation des jeunes à des ateliers d'art dramatique et de théâtre peut améliorer leur confiance en soi et les aider à développer le travail en équipe, leurs compétences interpersonnelles ainsi que d'autres compétences génériques transférables. Ce type d'activité peut encourager les jeunes en rupture avec les systèmes traditionnels d'enseignement et de formation à trouver un emploi ou à suivre une formation complémentaire dans le secteur des arts du spectacle. Il y a aussi améliorer l'estime de soi et l'identité, c'est-à-dire les projets axés sur la promotion et la participation aux activités culturelles peuvent développer la confiance en soi et l'estime de soi, accroître la participation à la société et au marché du travail et consolider un sentiment d'identité positive chez de nombreux groupes exposés et à un risque d'exclusion, comme les jeunes défavorisés, les personnes handicapées et les groupes ethniques minoritaires. Deuxièmement, on a vaincre la diversité culturelle et la discrimination, c'est-à-dire l'intégration des immigrants peut être encouragée par des cours de langue ainsi que par des activités scolaires basées sur le théâtre ou la danse qui célèbrent des cultures différentes. Ensuite, créer des possibilités d'emploi. Ça veut dire certains projets locaux comme les ateliers d'art dramatique en France, la formation en médias numériques au Royaume-Uni et la création de certains de musique rap en Allemagne ont pour objectif spécifique d'encourager l'emploi dans les industries créatives et aussi accroître l'accès à l'information et aux services, c'est-à-dire des projets souvent mis en œuvre dans des bibliothèques en Italie améliorent l'accès des groupes défavorisés à l'Internet. Et finalement, on a promouvoir l'intégration sociale. Des groupes locaux d'histoire en Danemark peuvent permettre de diminuer le risque d'exclusion sociale des seniors. L'accès à la participation aux activités culturelles n'est pas offert à tout le monde. En effet, il y a des personnes qui sont exposées au risque d'exclusion culturelle. Donc, dans cette partie, on va parler des différents obstacles à l'accès et à la participation aux activités culturelles. 3 types de personnes peuvent être considérées comme étant particulièrement exposées au risque d'exclusion culturelle. Tout d'abord, les personnes économiquement défavorisées et qui ne disposent pas des ressources financières pour accéder aux activités culturelles. Deuxièmement, les réfugiés et les immigrants. Et troisièmement, ce sont les personnes handicapées. Le rapport identifie une série d'obstacles empêchant ces groupes d'avoir accès aux possibilités et aux services culturels et d'exprimer leur propre identité culturelle. Et voici quelques-uns. Lorsqu'il s'agit d'une activité payante, par exemple l'entrée d'un musée et l'affiliation à un club sportif, les personnes socialement exclues peuvent ne pas avoir accès à ces services.
ou bien les personnes préoccupées par leur survie quotidienne n'ont pas de temps ni l'énergie suffisante pour avoir accès à ces services culturels. Saviez-vous que 87% des Québécois souhaitent vivre sainement, manger mieux et bouger plus? De ce nombre, une grande proportion considère toutefois que les environnements ne leur permettent pas d'y parvenir. Effectivement, la volonté des individus à elle seule n'est pas suffisante. Les environnements doivent également être favorables pour que le choix sain soit facile à faire chaque jour. En tant que décideurs municipaux, vous et votre équipe êtes des créateurs d'environnement. Les compétences de votre municipalité et vos actions font bouger les choses et ont le pouvoir d'offrir des opportunités plus saines à vos citoyens. Vous êtes en mode action et la créativité de tous les membres de votre équipe vous permet d'exploiter au maximum les caractéristiques de l'environnement qui vous entoure. Est-ce que la qualité de l'aménagement du territoire est adéquate pour permettre les choix sains de vos citoyens? Le nombre de parcs et d'espaces verts est-il suffisant pour renforcer un mode de vie plus actif? La configuration des rues permet-elle de sécuriser le parcours des écoliers en vélo et rendre le trajet vers les bancs d'école aussi agréable que rassurant? Vos questionnements vous amènent à répondre aux besoins de votre population à bouger davantage au quotidien en proposant des environnements qui vont les motiver à le faire. De plus, quand vous redéfinissez les règles qui régissent votre municipalité, vous orientez positivement le développement de votre territoire. Par exemple, si vous autorisez l'implantation de jardins communautaires ou si vous réglementez la vente de boissons sucrées dans le but de réduire les effets néfastes sur la santé, vous répondez aux besoins de votre population à accéder à une offre alimentaire saine et ce, à proximité de leur lieu de résidence. Toutes les municipalités québécoises sont soucieuses d'offrir des milieux de vie de qualité à leur population. L'animation des activités et des lieux publics de votre municipalité doit être teintée des réalités propres à votre milieu. Un milieu urbain multiculturel offrira forcément des activités bien différentes d'un milieu rural. Une campagne de promotion bien ciblée permettra à un grand nombre de vos citoyens de vouloir être de la partie et ainsi utiliser ces lieux publics au meilleur de leur potentiel. Gardez toujours en tête que le dynamisme d'une communauté, c'est une condition gagnante pour le développement du sentiment d'appartenance. Enfin, vous pouvez également aider les familles soucieuses de l'équilibre de leur budget. En rendant accessible la tarification des activités municipales, en favorisant des aliments sains à prix concurrentiel sur votre territoire ou en offrant un service de transport public à prix avantageux, vous assurez la vitalité et le développement économique de votre municipalité. N'est-ce pas là une opportunité pour toutes les municipalités québécoises d'être en appui à vos citoyens afin de les propulser dans un élan vers la santé au quotidien? Les effets et l'impact de la culture en termes économiques prend plusieurs formes. Par conséquent, l'impact économique direct des activités culturelles ne se limite cependant pas à la somme de la valeur des biens et des services produits par les opérateurs de ces secteurs. D'autres impacts importants découlent des activités culturelles et artistiques, notamment en ce qui concerne le développement local. En effet, les manifestations et les événements culturels, en particulier les festivals et autres manifestations artistiques destinées au grand public, ont un impact positif sur l'activité économique locale dans tous les secteurs. Donc, la valorisation d'activités culturelles, de sites du patrimoine, des infrastructures culturelles peuvent servir pour la redynamisation et la renaissance des villes. À titre d'exemple, au Sénégal, l'inscription de la ville de Saint-Louis sur la liste de l'UNESCO du patrimoine mondial a permis un regain d'intérêt pour cette ville, qui a vu le nombre de ses visiteurs quintupler de 2000 à 2008. Ça, d'une part. Et d'une autre part, on peut identifier parmi les effets indirects de la culture dans le développement économique l'amélioration de la position et de la compétitivité du pays pour attirer des investissements étrangers. Des études au niveau international montrent qu'un des critères pris en considération par les entreprises pour choisir la localisation d'implantation de leurs activités à l'étranger est l'environnement socioculturel. Dans un contexte de globalisation et de croissance économique rapide, cette dimension peut générer des retombées économiques significatives à moyen et long terme. Également, il y a un impact positif de la culture sur la capacité des individus à s'adapter et s'insérer dans le système économique de façon productive. Néanmoins, les pratiques culturelles et le niveau de culture de l'individu le rendent plus apte à contribuer positivement au développement économique et social de la communauté à laquelle il appartient.
Cela nous renvoie vers la théorie des dimensions culturelles et plus précisément la notion de masculinité et la notion de féminité. Cette dimension mesure les niveaux d'imputation qu'une culture accorde aux valeurs multiples masculines, stéréotypes tels que l'assurance, l'ambition, le pouvoir et le matérialisme, ainsi que valeurs féminines, stéréotypes tels que l'accent mis sur les relations humaines. La culture dont le score est élevé sur l'échelle de la masculinité présente généralement des différences plus évidentes entre les genres et ont tendance à être plus compétitives et ambitieuses. Celles dont le score est bas présentent moins de différences entre les genres et accordent plus de valeur à la construction des relations. Pays où les femmes souffrent de discrimination ou de possibilités limitées de développement personnel, les secteurs de la culture leur offrent une activité propre, valorisante et génératrice de revenus. À titre d'exemple, dans les pays d'Afrique, les femmes sont souvent dans leur rôle traditionnel dans la production domestique, habits, dans la fabrication d'objets et d'artisanat. Ce type d'activité peut se développer jusqu'à constituer un moyen de subsistance à part entière. L'émancipation des femmes dans la société moderne est le fruit du développement de la mentalité de la société. Un droit gagné pour quelques-unes et un grand manque à gagner pour les moins fortunés. La société a toujours lutté pour une société égalitaire et libre. La réalité en est tout autre. En effet, le développement de la société favorise le travail de la femme au détriment des conditions de vie de celle-ci que se retrouvent d'emblée au four et au moulin. Image de la femme au travail dans une vie professionnelle qui n'arrête pas de travailler une fois rentrée chez elle. Dans les sociétés modernes et développées, on assiste souvent à l'émergence d'une classe moyenne des petits propriétaires, également dans les sociétés de développement, ceci grâce au microcrédit.